Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Le principe même de la monarchie, c'est d'assurer la continuité dynastique. Ça suppose donc un prince héritier. Eh bien, Louis-Napoléon Bonaparte, en rétablissant l'Empire et en devenant Napoléon III, n'a pas échappé à la règle. Son héritier à lui va naître en 1856, ça veut dire que ça fait 8 ans que son père est au pouvoir, ça fait 4 ans qu'il règne, il a 48 ans Louis-Napoléon et 3 ans plus tôt, il a épousé Eugénie de Montijo, bien entendu, qui est devenue l'impératrice des Français, l'impératrice Eugénie. Une union qui, disons-le, n'a pas tout de suite été couronnée de succès. Après une fausse couche, peu après son mariage, nous raconte Éric Anceau, dans un ouvrage qui s'intitule « Ils ont fait et défait le Second Empire ». Après cette fausse couche donc, Eugénie est de nouveau enceinte à l'été 1855. 9 mois plus tard, le 16 mars 1856, elle accouche aux Tuileries d'un garçon. Comme le roi de Rome 45 ans plus tôt, le bébé s'est pourtant mal présenté. C'est posé la question de savoir s'il fallait sauver la mère ou lui. Napoléon III choisit sans hésitation l'impératrice comme son oncle avant lui. Mais les deux ont finalement été sauvés. L'empereur, d'ordinaire si maître de lui, ne parvient pas à sécher ses larmes pendant que 21 coups de canon annoncent aux Parisiens la naissance d'un héritier. Et l'on attend bien sûr, vous savez, le 23e coup, parce que, évidemment, dans le cas d'un héritier mâle, on donnait 101 coups de canon. La naissance a lieu à 6h du matin. Toute la nuit, les sénateurs et les députés ont attendu l'heureuse nouvelle. Vous les imaginez tous dans leur uniforme là du Sénat et du corps législatif qui attendent pendant la nuit entière. Il y a un sénateur assez fatigué qui aurait dit « L'impératrice aurait pu y mettre un peu plus de bonne volonté ». Le jeune garçon va recevoir les prénoms de Napoléon, Eugène, Louis, Jean, Joseph. Voilà bien des prénoms impériaux. Il se fera appeler Louis tout simplement dans son entourage et bien sûr on le connaîtra sous le titre de prince impérial. La joie est telle que Napoléon III et Eugénie déclarent qu'ils vont être le parrain et la marraine de tous les enfants nés le même jour que leur fils. Là encore, c'est une grande tradition monarchique. Donc, arrive le jour du baptême. 14 juin 1856, on peut dire sans doute que ça aura été la plus grande fête du règne de Napoléon III, célébration incroyable qui va durer plusieurs jours avec des feux d'artifice, des illuminations, des distributions de dragées depuis un aérostat. Tout ça est assez spectaculaire. La naissance et le baptême du prince impérial ne sont pas passés inaperçus. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors il va falloir l'élever, cet enfant qui un jour est appelé à régner sur la France, sur l'Empire français. Son éducation est confiée d'abord à une nurse anglaise, Miss Shaw, pas très rigolote Miss Shaw, faut bien le dire. Le jeune Louis, il est vrai, lui en fait voir de toutes les couleurs parce que c'est un petit garçon plein de vitalité, animé d'une énergie invraisemblable qui d'ailleurs le caractérisera sans cesse. Et pour tempérer cette espèce de dynamisme, eh bien on essaie de lui faire un peu de sport, c'est le tout début du sport, vous savez. Et dès l'âge de 18 mois, on l'a déjà juché sur un poney. Il va apprendre très tôt à monter à cheval. Il a 2 passions, en fait, ce petit prince. Le dessin, qui est une véritable... On peut dire qu'il a un don pour le dessin, et ses carnets le prouvent. Et puis, l'armée, les armes, forcément. Lorsqu'on s'appelle Napoléon, c'est assez naturel, me direz-vous. À l'âge de 2 ans, il reçoit un uniforme, un petit uniforme, qui est assez rigolo, et puis un modèle réduit de fusil d'ordonnance qui a été fabriqué exprès pour lui. C'est fou ce qu'on aura pu fabriquer exprès pour Louis, pour Loulou, comme l'appelle affectueusement son père, comme l'appelle sa mère également. Cet enfant donc très enjoué, très social. Les meilleurs professeurs des lycées parisiens vont être mobilisés pour devenir ses instructeurs. Dès l'âge de 4 ans, le voilà qui paraît dans les cérémonies officielles. On le présente au début des bals ou des dîners. On le voit dans les réceptions. Et souvent, ce qui ennuie évidemment un enfant de son âge, souvent, eh bien, on l'oblige à se tenir tranquille. Et ça, c'est totalement contraire à sa nature. Pour ses 12 ans, un certain nombre de courtisans imprudents déclarent souhaiter un grand et long règne à Napoléon IV le plus tôt possible. Et là, quand même, Napoléon III lève
lève un sourcil. Comment ça, dit-il, le plus tôt possible? Voilà ce que nous dit Éric Anseau de nouveau. Aimé par le peuple, il est acclamé à chaque cérémonie publique et sa popularité sert le régime. Il accomplit son premier voyage officiel avec sa mère en juillet 1866 pour le centenaire du rattachement de la Lorraine à la France et reçoit à Nancy un accueil triomphal. Napoléon III, de plus en plus malade et prématurément vieilli, envisage désormais d'abdiquer en sa faveur en 1874, ce qui, lorsqu'il atteindra ses 18 ans, et de se retirer avec Eugénie à Biarritz. Voilà à quoi aurait pu ressembler la fin du règne de Napoléon III si l'histoire n'en avait somme toute décidé autrement. Donc le père est malade, il est diminué, mais il y a cet enfant plein de vie pour assurer la pérennité du régime. Nous sommes en 1870 et vous savez que la France va déclarer la guerre à la Prusse. Et Napoléon III décide que son fils va l'accompagner au front. Il déclare en parlant de son fils, « Il sait quels sont les devoirs que son nom lui impose. Il est fier de prendre sa part dans les dangers de ceux qui combattent pour la patrie. » Il n'a quand même que 14 ans, Loulou, à l'époque. Le 28 juillet 1870, il n'en prend pas moins avec son père le train qui va les conduire vers les troupes rassemblées du côté de l'Est. Évidemment, le prince impérial à ce moment-là ignore qu'il ne reviendra jamais dans les lieux de son enfance. Vous écoutez Radio Classique. Vous le voyez, ce train impérial qui s'approche maintenant des gigantesques armées réunies du côté de l'Est contre la Prusse en pleine expansion. Dans son livre « La saga des Bonaparte », voici ce qu'écrit Pierre Brandat. Dans le wagon impérial, l'héritier du trône avait pris place près de son père. Entre eux, le contraste était saisissant. Malade, Napoléon III paraissait usé et prématurément vieilli, tandis que son fils resplendissait, impatient d'assister au premier combat qu'il imaginait déjà victorieux. Et c'est vrai que quelques jours plus tard, 5 jours plus tard, c'est la bataille de Sarrebruck avec une victoire magnifique pour la France. Et Napoléon III écrit à Eugénie, « Louis vient de recevoir le baptême du feu. Il a été admirable de sang-froid. Il n'a été nullement impressionné. Il semblait se promener au bois de Boulogne. Nous étions en première ligne, mais les balles et les boulets tombaient à nos pieds. » Louis a conservé une balle qui est tombée près de lui. Il y a des hommes qui pleuraient en le voyant si calme. Ah, on peut dire que ce bon sang ne saurait mentir, n'est-ce pas? Il est tout à fait fidèle à la tradition des Bonaparte, ce jeune homme. Dans les jours qui suivent, ce sont malheureusement des défaites qui vont se succéder. L'espoir d'une victoire que l'on croyait tellement évidente de la part de cette armée considérée comme la première du monde, eh bien cet espoir se dissipe peu à peu et à mesure que Napoléon III voit se profiler une grande défaite, il fait éloigner du front ce fils tellement chéri. Il prend alors la direction de la frontière franco-belge et c'est là qu'il apprend la capitulation donc de son père. C'est la chute de Sedan, vous savez, le 2 septembre 1870. Il est déjà sur la frontière franco-belge, Louis. Et pour ne pas rester en France, qui désormais est en train de basculer vers l'inconnu, n'est-ce pas? Ça va être la déchéance très rapide du Second Empire. Eh bien, le prince impérial se réfugie donc à Namur. Certains habitants déclarent que la dernière fois qu'ils avaient vu un Bonaparte, c'était son grand-oncle qui se rendait à Waterloo. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez? Décidément, la Belgique n'est pas très favorable pour la famille Bonaparte. Et très rapidement, il est décidé que le jeune prince rejoigne sa mère en Angleterre. Il s'installe tout d'abord à Hastings, où va le rejoindre son ami Augustin Filon. Voici la façon dont il nous décrit Louis. Son visage, où ses impressions se reflétaient en général avec tant de vivacité, était devenu pâle et immuable comme celui de l'empereur. On y lisait une immense et douloureuse fatigue à laquelle son esprit participait, la fatigue d'un enfant qui vient de subir une épreuve physique et mentale au-dessus de son âge. Mais oui, parce que peut-être pas oublier que dans cette situation chaotique, avec un père et une mère qui bientôt seront des exilés, avec un régime qui vient de s'effondrer, etc., dans cette défaite militaire générale, ce gamin-là n'a que 14 ans.
Sa mère va donc le rejoindre tout près de Londres. On s'installe à Camden Place, où ils vont résider tous les deux, alors que Napoléon III, à l'époque, est toujours aux mains des Prussiens. Vous savez qu'il va être tenu en résidence surveillée au château de Wilhelmshöhe, à Cassel, et d'ailleurs l'impératrice va aller lui rendre visite. Et c'est seulement en mars 1871 que Napoléon III, enfin l'ancien empereur déchu, Louis-Napoléon Bonaparte, est autorisé, par ce qui est devenu l'Allemagne entre-temps, à rejoindre sa femme et son fils. Alors pour le prince impérial, c'est une nouvelle vie qui commence, et ça n'est pas évidemment la plus belle partie de sa vie. On essaie de maintenir autour du couple impérial déchu un semblant d'étiquette. À la rentrée 71, on a inscrit Louis au King's College de Londres, et pour lui, c'est la première fois qu'il va côtoyer d'autres élèves, puisque jusqu'alors, il n'avait reçu que des cours particuliers, bien entendu. Il ne veut pas de passe-droit, d'ailleurs, en raison de son rang. Il entend bien suivre le même enseignement que les autres, et il va passer l'ensemble des concours pour être admis à l'Académie royale militaire de Woolwich, concours qu'il obtient en novembre 72, et il va rester 2 ans et demi dans cette institution, avec un emploi du temps qui est le même que celui des autres élèves. La semaine, on le voit travailler dur dans le petit logement qu'il occupe au sein de l'école. Il se destine à l'artillerie, une arme qui avait été évidemment celle de Napoléon Ier, mais qui aussi, on a tendance parfois à l'oublier, avait été celle de son père. Il va rentrer le week-end chez ses parents pour souffler un peu dans cette grande banlieue londonienne. Vous voyez, c'est une autre vie. Avec évidemment pesant sur sa conscience la santé très dégradée de son père. Je cite encore Pierre Branda. L'empereur ne quittait plus que rarement sa chambre, restant presque toute la journée emmitouflé dans d'épaisses couvertures devant un vigoureux feu de cheminée. Quand il fut opéré, son fils était à ses côtés, tandis que l'on croyait la seconde intervention réussie, il repartit à Woolwich le cœur soulagé. Au matin du 9 janvier 1873, son aide de camp fit soudainement irruption dans la salle de classe. En voyant sa mine défaite, le prince comprit qu'il se passait quelque chose de grave. Aussitôt, ils prirent la route de Camden Place. Quand il pénétra dans le hall, il fut accueilli par un silence respectueux. Autour de lui, on baissait la tête. Sans un mot, il se précipita vers la chambre de son père. En ouvrant la porte, il découvrit sa mère effondrée, en pleurs. « Louis, je n'ai plus que toi », lui murmura-t-elle entre 2 sanglots. Le prince impérial a 17 ans seulement à l'époque, c'est lui qui va quand même conduire les obsèques de son père. Des centaines de fidèles nostalgiques du Second Empire se sont réunis à Camden Place. On est là en silence dans le parc, et quand il apparaît, il y a un groupe d'ouvriers qui était venu exprès de France et qui se met à crier « Vive l'empereur !» Mais le prince réplique « L'empereur est mort, mais la France vit. Il faut donc crier « Vive la France !» En réalité, la mort de son père est trop récente pour qu'il puisse encore s'imaginer dans ce rôle d'empereur putatif, et cependant il va bien devoir s'y faire parce que pour tous les fidèles de l'Empire, il est devenu Napoléon IV. Franck Ferrand sur Radio Classique. Quand son père meurt en janvier 73, Louis est encore un jeune homme mineur, il est en exil, et il faut bien se représenter la situation en France à cette époque. On n'a pas encore véritablement décidé de la nature du régime qui s'est instauré à partir de 1871. La France ne sera définitivement une république qu'à la faveur de l'amendement Vallon en 1875, et à l'époque, les royalistes notamment croient leur heure arrivée. N'oubliez pas le rôle essentiel du comte de Chambord. Quant aux bonapartistes, eh bien, disons-le, leur influence recule dans la société à l'époque. On a une très mauvaise image d'un Second Empire qu'on accuse d'avoir été à l'origine du grand désastre de 1870. Quand le prince impérial atteint ses 18 ans, on voit les bonapartistes se regrouper en quelque sorte autour de lui. Je cite Éric Anceau. Lors de sa majorité le 16 mars 1874, les bonapartistes reconnaissent en lui l'héritier dynastique, et 8000 Français traversent la Manche pour le féliciter. Le prince ne les déçoit pas, il prononce un grand discours dans lequel il assume son rôle d'héritier, tout en affirmant vouloir se soumettre au verdict du suffrage universel. Si le nom de Napoléon sort une 8e fois des urnes populaires, je suis prêt à accepter la responsabilité que m'imposerait le vote de la nation, dit-il.
Il signe désormais Napoléon et certains bonapartistes le désignent donc du nom de Napoléon IV, ce qui provoque, nous dit Éric Anceau, les railleries de la presse républicaine et royaliste qui préfère l'appeler Napoléon III et demi. Le prétendant au trône va quand même terminer ses études, ce qu'il fait en février 75. D'ailleurs, il est très bien classé, c'est un bon élève. Et peu à peu, on va le voir assumer les tâches de ce qui est un prétendant au trône. Il va devoir se marier pour assurer une descendance, mais il doit surtout bien se marier, trouver une épouse digne de son rang, ce qui fait qu'on va le voir décliner un certain nombre de propositions. Il souhaite une épouse qu'il aimera réellement et auprès de qui il pourra rester fidèle. Entre parenthèses, ça changera un peu quand on sait la vie qu'avait pu mener son père. Le prince impérial reste très informé de l'actualité politique française. Il couche sur le papier tout un programme qui est en quelque sorte une constitution pour un troisième empire. Constitution qui contient les amorces d'une nouvelle politique. Grande décentralisation du pays avec un rôle très important accordé aux régions. Rôle social très important de l'État également. Le prince impérial, comme son père, veut faire disparaître l'ouvrier esclave pour qui le travail est odieux, sans intérêt, sans espoir et dont l'âme est écrasée, écrit-il. Donc une dimension très sociale et très régionale d'une certaine manière. Il veut que les ouvriers participent davantage au profit des entreprises. On croirait voir le programme qui va naître beaucoup plus tard sous la plume du général de Gaulle à la fin de son deuxième mandat. À l'été 76, Louis, je vous rappelle que l'héritier est très, très pieux, bien entendu. Il échange avec son parrain qui n'est autre que le pape Pie IX et il en profite pour voyager dans la péninsule italienne où il va recevoir un excellent accueil. Seulement, le prince Napoléon souhaite combattre. Il se dit qu'il faut qu'il puisse prouver sa valeur sur le terrain des armes. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et l'occasion bientôt va lui être donnée puisque dans les premiers mois de l'année 79, l'Angleterre subit une des plus lourdes défaites de son histoire coloniale en Afrique du Sud. 20 000 Zoulous viennent de massacrer par surprise 800 soldats britanniques et 500 indigènes qui étaient ralliés aux Anglais. On peut dire que les Anglais là ont été taillés en pièces et la couronne britannique, bien entendu, autour de la reine Victoria, a bien l'intention de répliquer. Le prince impérial se porte volontaire pour partir pour l'Afrique du Sud, ce que les autorités refusent dans un premier temps. Eugénie s'y oppose elle-même, seulement Louis arrive à la convaincre. Quand j'aurai fait voir que je sais exposer ma vie pour un pays qui n'est pas le mien, on ne doutera plus que je sache la risquer mieux encore pour ma patrie, lui dit-il. Et Eugénie va aller voir Victoria et la convaincre. En mémoire de Napoléon III, le voilà donc en selle, sur la selle qui était celle du vieil empereur. Il arrive en Afrique du Sud. Il parvient à échapper là-bas à la surveillance de l'état-major et à plusieurs reprises, on le voit partir en éclaireur. Le 1er juin 79, il écrit à sa mère « Ma chère maman, je vous écris à la hâte sur une feuille de mon calepin. Je pars dans quelques minutes pour choisir le lieu où la 2e division doit camper sur la rive gauche du Blood River. » Louis referme son calepin, il monte à cheval, il part avec quelques hommes et après quelques heures, il s'arrête au confluent des 2 rivières, là où il avait prévu d'aller. Les hommes descendent, décident de faire une pause et alors qu'il est en train de faire des relevés topographiques, le jeune prince est entouré par une cinquantaine de Zoulous qui sortent des fourrés en hurlant. 2 d'entre eux, des soldats qui l'accompagnent sont touchés, tombent au sol. Louis a le temps d'enfourcher la selle de son cheval, mais au moment où il met le pied à l'étrier, la sangle va céder et il tombe au sol. Son cheval piétine son bras droit, il n'a plus maintenant que la main gauche pour se défendre. Il a un simple pistolet face à ces 50 Zoulous qui courent vers lui et son corps sera retrouvé percé de 17 coups de sagaie, tous reçus de face, précisera la chronique. Le 19 juin, lorsque Eugénie apprendra la mort de son fils, vous imaginez l'effroi, c'est un désastre effroyable, bien entendu. Elle voudra se rendre elle-même, l'ancienne impératrice, sur les traces de son fils. Elle va faire le voyage en avril 1880. On la voit dans la brousse avec des officiers anglais. Elle cherche le cairn qui témoigne du souvenir du drame, mais on ne le trouve pas. La végétation a repoussé, on n'arrive pas. Et puis, dit la légende, un matin,
on est vraiment au petit matin, l'impératrice est réveillée par une odeur de violette qui était celle du parfum de son fils, et elle va se diriger en suivant cette odeur de violette jusqu'au petit cairn. Elle retrouvera l'endroit où son fils était tombé. Vous écoutez Radio Classique.